Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons ce soir pour faire le point sur les faits marquants de l'actualité, dont voici le sommaire. Industrie, immersion ministérielle au cœur de réalités économiques, une visite stratégique dans plusieurs unités industrielles, investissements nationaux et étrangers passés au crible, des avancées notables mais des défis persistants en matière de qualité et de concurrence déloyale. Vol d'électricité, un technicien arrêté pour fraude électrique dans la commune de Tombolia. L'affaire portée devant les juridictions compétentes. Le prévenu reconnu coupable et condamné. Un avertissement dans la lutte contre les branchements. Un soutien stratégique aux éleveurs des régions administratives, des compléments alimentaires mis à disposition pour les petits ruminants, une mesure pour accroître l'offre sur les marchés à l'approche de la fête de Tabaski. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par ce décret D 2026-0024 PRG-SGG portant nomination de hauts cadres à la primature. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi L 2018-025 AN, du 3 juillet 2018 portant organisation générale de l'administration publique, le décret D 2026-0005 PRG-SGG du 26 janvier 2026 portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret D 2026-006 PRG-SGG du 26 janvier 2026 portant structure du gouvernement, vu le décret D 2026-006 PRG-SGG du 9 février 2026 portant attribution des ministères et secrétariats généraux appartenant à la structure du gouvernement, vu le décret D 2026-0020 PRG-SGG du 9 février 2026 déterminant les services de la primature des ministères et des secrétariats généraux appartenant à la structure du gouvernement. Décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Ministre directeur de cabinet, Dr Daouda Kamisogo. 2. Directeur de cabinet adjoint, M. Lassina Awa Doumbouya. 3. Chef de cabinet, Mme Fatoumata Binta Diallo. 4. Conseiller spécial, Dr Saïkou Oumar Baldé. 5. Conseiller chargé de mission, M. Mohamed Yaya Ba. 6. Conseiller juridique et affaires institutionnelles, M. Souleymane Touré. 7. Conseiller politique, dialogue social et relations avec les acteurs nationaux, M. Sidi Yaya Kamara. 8. Conseiller chargé des affaires diplomatiques, de la coopération et des relations internationales, M. François Abou Souman. 9. Conseiller en coordination interministérielle et suivi des réformes, M. Tcherno Souleymane Ba. 10. Conseiller en stratégie économique, finances publiques et financement du développement, M. Olomo Koni Kourouma. 11. Conseiller chargé du capital humain, de la jeunesse, du sport, de l'éducation et de la formation, Mme Yaye Mariama Diallo. 12. Conseiller chargé du numérique, de la transformation digitale et de l'innovation publique, Dr Imidine Touré. 13. Conseiller chargé des affaires territoriales, de la décentralisation et de la gouvernance locale, M. Cheikh Alioune Diallo. 14. Conseiller en communication stratégique et relations publiques, M. Aboubakar Kamara. 15. Conseiller chargé de la cohésion sociale, de la citoyenneté et des dynamiques communautaires, Mme Aminata Berete. 16. Conseiller chargé de l'environnement, de l'agriculture, de l'élevage et de l'économie bleue, Mme Taïbou Diallo. 17. Conseiller chargé de la planification stratégique, du suivi, évaluation et de la performance publique, M. Tcherno Lialsa Baldé. 18. Conseiller chargé des mines, de l'énergie et des infrastructures stratégiques, M. Bangali Mati. 19. Conseiller chargé de la santé, de la nutrition et de la sécurité sanitaire,
Dr Robert Camara. Vent, conseiller chargé du suivi des projets stratégiques à financement extérieur, Madame Kadiatou Virginie Touré. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 12 février 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Poursuivons cette édition. La ministre de l'Industrie et du Commerce a entamé une série de visites dans plusieurs unités industrielles, une démarche qui vise à mieux cerner les réalités des investissements privés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Si le dynamisme du secteur est perceptible, des défis demeurent notamment en matière de qualité et de concurrence déloyale. Un diagnostic nécessaire pour rendre les entreprises industrielles du pays plus compétitives. Abdelkarim Kamara. À ce jour, le boom industriel guinéen est visible dans tous les secteurs d'activité. Certes, un accroissement qui répond aux attentes des consommateurs. Cependant, le ministère de tutelle ne dort pas sur ses certitudes. Voici une prise de contact de la ministre de l'Industrie qui arrive d'abord sur les installations de ce géant du ciment. Ensuite, elle est reçue par les responsables de cet empire industriel. Le premier est tenu par un investissement privé étranger et le deuxième par un investissement privé national. Nous sommes très honorés de recevoir Madame la ministre et son équipe. Ça prouve à suffisance qu'elle a mis la volonté avec l'ensemble du gouvernement d'accompagner les industries, de créer le cadre réglementaire et de créer le cadre de l'environnement pour que les industries s'épanouissent et produisent de l'emploi pour la population. Dans les entrailles des deux entreprises, la délégation est imprégnée des réalités de chaque investissement. Il est aussi question de comprendre les contraintes liées au marché et à l'exploitation de ces unités industrielles afin de voir comment co-construire le nouvel élan de développement du secteur privé prôné par le CNRD. Il s'agit tout simplement pour Madame la ministre de construire une vision très claire, celle de rendre nos industries très fortes et compétitives sur les marchés sous-régionaux et même régionaux. Et pourquoi pas internationaux. Dans les initiatives que Madame la ministre prend tous les jours, elle tient à la qualité. C'est seulement la qualité qui peut nous garantir notre compétitivité sur le plan international. Les entreprises seront traitées sur un même pied d'égalité et nous pouvons vous assurer que Madame la ministre y veille tous les jours. Cette démarche du ministère de l'Industrie et du Commerce visant à garantir les investissements en Guinée est aussi un appel à tous les acteurs que désormais la concurrence déloyale sera bannie de l'exercice. Sans électricité, pas d'industrie, mais comment faire de l'électricité un véritable levier de prospérité pour la région de Kankan? La question était au centre d'une conférence régionale consacrée aux enjeux du projet d'interconnexion Guinée-Mali, une initiative portée par l'ONG Aide et Action pour la région de Kankan en collaboration avec les ministères en charge de l'énergie et du commerce. Diamokaba. Bientôt, l'objectif sera atteint. Donner du courant à la région de Kankan 24 heures sur 24. Cette réussite en perspective ne laisse personne indifférent à Baté. À la maison commune des jeunes, ils se donnent rendez-vous pour cerner les contours du projet d'interconnexion Guinée-Mali. Au cœur de la conférence régionale, l'électrification au service du développement de Kankan. Les débats explorent les opportunités et perspectives de ce projet phare pour permettre un plus large accès à l'électricité aux populations. Aujourd'hui, les travaux avancent à grands pas. Du côté des postes, nous sommes déjà à 87% du taux d'avancement global. Et du côté de la ligne aussi, on a atteint un pourcentage qui est au-delà de 82%. On apprécie beaucoup cette initiative. À travers ces différentes explications, nous avons cerné les avantages du projet. À notre tour, on va aussi sensibiliser nos familles. L'événement est organisé par l'ONG Aide et Action pour la région de Kankan pour préparer Nabaya à transformer l'électricité en moteur de prospérité.
La réussite de l'électrification ne dépend pas uniquement des infrastructures. Elle dépend aussi de notre capacité à nous organiser, à investir, à nous former, à anticiper surtout. Kankan ne doit pas seulement recevoir de l'électricité, Kankan doit se préparer à l'utiliser intelligemment. Dans un bref délai, nous sommes convaincus que l'électrification de la région de Kankan deviendra une réalité concrète. Cela, grâce à son Excellence, notre cher président Mamadi Doumbouya. À ce rendez-vous régional, des populations riveraines, porteurs du projet et ONG Aide et Action pour la région de Kankan. L'appel lancé est le renforcement de la synergie d'action pour renforcer des actions de sensibilisation et mettre fin à la soustraction des matériaux du projet d'interconnexion Guinée-Mali. À Dapompa, dans la commune urbaine de Tombolia, les équipes de l'électricité de Guinée ont procédé à l'arrestation d'un technicien du quartier impliqué dans un cas de fraude électrique. Présenté devant les juridictions compétentes, l'intéressé a été reconnu coupable et condamné, une action qui s'inscrit dans la lutte contre le vol d'énergie et les pertes commerciales. Nabi Kamara. À Dapompa, un voleur d'électricité vient d'être mis aux arrêts. C'est un jeune électricien du quartier qui bypasse les compteurs prépayés déjà installés pour brancher ses clients sur la ligne directe des installations électriques de l'EDG. Le petit, il est dans notre groupe, mais il n'a pas duré. C'est un autre qui l'a amené. Il dit que c'est son petit, c'est eux qui ont posé les compteurs. Bon, pour nous, comme il a posé les compteurs, il connaît quand même, il peut faire le travail que nous, on veut. Maintenant, quand on finit de plomber, au moment que nous, on rentre, lui, il vient derrière nous. Il déplombe et puis il bypasse. Le voleur, donc mis à la disposition des officiers de police judiciaire, a reconnu les faits avant d'être conduit devant le parquet de Mafanko, qui l'a jugé et condamné à de la peine de prison. Sauf qu'on n'a pas été autorisé de le filmer. Nous voyons les efforts que l'État a consentis et est en train de consentir, n'est-ce pas, pour améliorer la desserte en électricité. Mais il y a certains de nos concitoyens qui se font malins pour essayer de faire des connexions frauduleuses pour pouvoir servir d'autres personnes. Et à la fin de chaque mois, c'est eux qui viennent percevoir. Donc cette fois-ci-là, main a été mise sur l'un d'eux et il a été traduit devant notre juridiction. L'audience a été tenue et il a été condamné à 6 mois et assorti de sursis et au paiement de 3 millions de francs guinéens. Donc nous voulons demander encore à tous les abonnés, si vous avez un compteur et que le compteur est bypassé, allez dans l'agence la plus proche de vous, plus que régularisation soit faite. Espérons que cet exemple servira de leçon pour ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques dans les quartiers pour endommager les installations et affecter négativement les recettes de l'EDG. Et puis à l'Abbé, un nouveau bureau du programme Réseau a été officiellement ouvert. Ce programme de renforcement de la résilience cible les zones frontalières entre la Guinée, le Sénégal et le Mali, avec pour objectif d'améliorer les conditions de vie des populations vivant dans ces espaces transfrontaliers. Dans la région de l'Abbé, les préfectures de Mali et de Koubia bénéficient de cette initiative. Le programme est financé par l'Union européenne et l'Allemagne et mis en œuvre par la GIZ. Sarafedine Diallo, Nabila Moussa Kamara. Le programme de renforcement de la résilience dans les zones frontalières vise à améliorer les conditions de vie des populations aux confins de la Guinée, du Sénégal et du Mali, des territoires fragilisés et un peu dotés en infrastructures. L'ouverture d'une antenne à l'Abbé couvrant les préfectures de Mali et de Koubia marque une avancée majeure pour la mise en œuvre du programme en Guinée. C'est un programme effectivement de l'Union européenne et de l'Allemagne, dont l'enveloppe régionale impliquant la Guinée, le Sénégal, le Mali représente 37,7 millions d'euros, avec 30 millions d'euros de financement du budget de l'Union européenne, qui vise 2 millions
d'habitants. Financé par l'Union européenne et le ministère allemand de la coopération économique et du développement, le réseau ambitionne de répondre aux défis socio-économiques et de renforcer la résilience des populations aux frontières des 3 pays. Le programme réseau et en particulier ce bureau de l'AB sont d'autant plus importants qu'ils renforcent et rendent plus visible d'une manière très concrète la coopération entre la Guinée, le Mali, le Sénégal, l'Union européenne et en particulier l'Allemagne. L'ouverture du bureau programme réseau à l'AB constitue une étape majeure dans le renforcement des capacités d'intervention du dit projet au plus près des populations des zones frontalières. La cérémonie d'ouverture du bureau régional s'achève sur une visite au CAEF où du matériel de teinture est remis aux apprenantes. Le programme est mis en œuvre par la GIZ en partenariat avec les autorités nationales et locales. À la page santé, la lutte contre le VIH et la tuberculose passe aussi par la transparence et l'implication active des communautés. Un atelier de redevabilité communautaire du projet VIH-TB s'est tenu au gouvernorat de la ville de Conakry à l'initiative de Médecins Sans Frontières Belgique. Les chefs de quartier et représentants des délégations spéciales des 13 communes de la capitale ont pris part à la rencontre. Au menu, dresser le bilan des activités menées et renforcer la collaboration avec les communautés. Adiatou Bari. Autour de la table, les premiers relais des populations, chefs de quartier et responsables communaux. Face à eux, l'équipe du projet VIH-Tuberculose de Médecins Sans Frontières Belgique. Tous réunis autour d'un même objectif, faire le point sur la lutte contre le VIH et la tuberculose dans les zones couvertes par le projet afin de renforcer l'implication communautaire. Ces leaders communautaires, ces représentants de la communauté, c'est eux qui savent mieux les besoins de leur population. C'est eux qui savent mieux nous donner leur retour sur la qualité des services que nous offrons. Dépistage renforcé, amélioration de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH, suivi accru des patients tuberculeux, de nombreuses avancées concrètes présentées aux acteurs communautaires. Mais sur le terrain, les obstacles persistent. Il s'agit de la stigmatisation, du retard au dépistage, de la rupture de suivi de certains patients. Et c'est précisément là que les communautés entrent en jeu. Il faut impliquer les femmes et les jeunes, même au niveau scolaire. Vous pouvez compter sur nous pour la restitution et d'inviter les présidentes de chaque localité pour les informer. Instaurer un dialogue ouvert et inclusif entre Médecins Sans Frontières et les autorités communautaires est plus que salutaire. Je tiens à remercier chaleureusement Médecins Sans Frontières pour son engagement constant aux côtés des autorités sanitaires locales, ainsi que pour son appui technique opérationnel. Cet atelier de Médecins Sans Frontières Belgique marque ainsi une nouvelle étape dans la collaboration entre les acteurs humanitaires, autorités locales et communautés pour consolider les acquis et sauver des vies. Dans l'actualité également, le Prytanée militaire de Guinée a bénéficié d'un lot de supports pédagogiques et d'équipements médicaux, une initiative portée par la conseillère politique et diplomatique du ministère de la Défense nationale avec l'appui de partenaires présents en Guinée. L'objectif est de renforcer les capacités académiques et sanitaires des élèves en droite ligne avec la vision du président de la République, Mamadi Doumbouya. Adjudant-chef Omar Kamara, correspondant de la presse militaire. Il s'agit de supports pédagogiques et d'équipements sanitaires destinés à l'école préparatoire technique militaire, communément appelée Prytanée militaire. Le don est composé de livres, d'ordinateurs bureautiques, d'imprimantes, de cahiers, de cartons de rames, de poubelles, de produits pharmaceutiques et un lit médicalisé. Ce généreux geste provient des personnes de bonne volonté de certains départements ministériels comme Mme Aïssatou Diallo, conseillère politique et diplomatique au ministère de la Défense nationale, ainsi que d'autres institutions accréditées en Guinée. Ces manuels et ressources éducatives ne sont pas de simples objets. Ils constituent des outils essentiels de savoir
indispensable à la réussite académique et à un levier de formation citoyenne et militaire, préparant nos élèves à devenir des cadres compétents et responsables. Nous nous sommes associés à Madame la conseillère et à la direction de l'école pour offrir des livres de qualité à nos enfants, pour leur donner envie de se dépasser. Prenant la parole au nom du ministre de la Défense nationale, le chef de cabinet du département a remercié les donateurs et souligné que cette remise illustre l'engagement constant des autorités en faveur de l'éducation et du bien-être des enfants. C'est le lieu et le moment d'adresser notre gratitude au président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence Mamadi Doumbouya, grâce aux initiatives duquel notre Prytanée militaire a vu naître. Je tiens à rassurer les donateurs que la direction et les institutions du Prytanée militaire de Guinée en feront bon usage. Ces ouvrages enrichiront notre bibliothèque, nourriront la curiosité intellectuelle de nos élèves et renforceront la qualité de l'enseignement. Les équipements moderniseront nos conditions de travail, rendant ainsi l'environnement d'apprentissage plus inclusif et performant. C'est par la remise des présents, la signature dans le livre d'or de l'école, suivi de la visite des salles de classe, de la bibliothèque, du laboratoire ainsi que la présentation du roman de l'écrivaine Mariam Mbokourouma intitulé « Les contes de Mbokourouma » que cette cérémonie a pris fin ici au Prytanée militaire de Guinée. À présent, nous vous donnons lecture de ce communiqué de la Direction de l'information et des relations publiques des armées à l'attention des pensionnés militaires. La Direction générale des pensions militaires et anciens combattants informe que dans le cadre de l'amélioration de la gestion des pensions militaires et du suivi des bénéficiaires, une mission nationale de revue des effectifs sera conduite du 2 mars au 25 avril 2026 sur l'ensemble du territoire national conformément au calendrier ci-après. Pour la zone spéciale de Conakry, BQG, bataillon du quartier général, du 2 au 3 mars 2026. BCC, bataillon d'infanterie du Kankamayen, du 4 au 5 mars 2026. BSC, bataillon spécial de Conakry, du 6 au 7 mars 2026. BGM, bataillon du génie militaire, du 9 au 10 mars 2026, pour l'intérieur du pays. Première région militaire de Kindia, du 25 mars au 27 mars 2026. Bataillon autonome de Farana, du 28 au 29 mars 2026. Bataillon autonome de Gekedou, du 30 mars au 31 mars 2026. 4e région militaire de Zérékoré, du 1er au 3 avril 2026. 3e région militaire de Kankan, du 4 au 7 avril 2026. Bataillon d'infanterie de Dabola, du 8 au 10 avril 2026. Bataillon autonome de Mamou, du 11 au 12 avril 2026. 2e région militaire de l'Abbé, du 13 au 16 avril 2026. Bataillon autonome de Bouquet, du 17 au 19 avril 2026. Bataillon d'infanterie de Dubreka et de Forécaria, du 20 au 23 avril 2026. Compagnie d'infanterie de Koya, du 24 au 25 avril 2026. À cet effet, tous les pensionnés sont invités à se rendre dans leur centre de pairie respectif munis des pièces suivantes. Pièce d'identité en cours de validité, dernier bulletin de paye, certificat d'inscription, arrêté de concession ou fiche AB pour ceux qui en possèdent. La DGP MAC rappelle que la collaboration de tous est requise pour garantir le succès de cette opération d'intérêt national.
Au ministère de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation, l'Office guinéen de publicité renforce ses capacités opérationnelles. Une première vague de 25 motos a été remise aux agents pour améliorer le suivi des activités sur le terrain. 25 autres sont annoncées, ainsi que des pick-up et un bus pour le transport du personnel. Un signal qui marque le retour à la stabilité de l'institution, salué par le conseil personnel du chef de l'État et président du conseil d'administration de l'OGP. Plus de détails avec Tchorno Ousmane Diallo. 2026 est décrite comme une année d'action à l'Office guinéen de publicité. Après avoir réussi à mettre en œuvre son plan de redressement, la direction générale, bénéficiant du soutien du conseil d'administration et des tutelles techniques et financières, amorce une phase d'amélioration des conditions de travail des agents de terrain. Des engins à 2 roues, une vingtaine, sont mis à disposition, mais au-delà du simple acte de remise, c'est une vision stratégique qui est déclinée pour plus de performance. C'est le lieu aussi pour nous de rappeler ici que les moyens là, les motos ici remises aujourd'hui doivent contribuer à mettre en œuvre notre mission que tout le monde connaît, la mission de régulation, la mission de contrôle, la mission de respect des normes en matière de publicité. Cet accompagnement, ce n'est pas seulement un espoir, c'est redonner un souffle de vie aux agents de terrain et les mobiliser, une fois encore les galvaniser afin que les résultats escomptés soient atteints. Face à un personnel motivé, le président du conseil d'administration a salué les efforts déployés à tous les niveaux et la gestion rigoureuse opérée pour redonner à l'OGP toute sa place dans le développement national. Et félicitations à la direction, notamment au directeur général de l'OGP qui est en train de faire un travail extraordinaire. Les résultats sont là, c'est palpable, ça se constate, ça se touche. Ce n'est pas de la théorie. Et l'OGP a pris son envol et l'avenir est très prometteur. Sous peu, il y aura 25 autres, il y aura 2 pick-up, il y aura un bus pour le personnel. Aujourd'hui, le bonheur a frappé à la porte de l'OGP. Récemment, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de l'innovation a salué les résultats satisfaisants obtenus à l'OGP l'an dernier. Avec ces réformes qui se poursuivent, l'Office entend jouer un plus grand rôle dans la mobilisation des ressources afin de soutenir les finances publiques. Direction Zérékoré pour parler de la modernisation du secteur forestier. L'Office guinéen du bois engage une opération de renforcement des capacités portant sur les techniques modernes de collecte et de contrôle et de traitement des données statistiques du bois. Une initiative qui vise à fiabiliser les chiffres, renforcer la traçabilité et mieux organiser la filière. Mamadou Saliopaye. Mieux collecter, mieux traiter, mieux contrôler. 3 priorités clairement affichées par l'Office guinéen du bois à travers cette session de formation de 2 jours à Zérékoré. Ces participants sont outillés sur les méthodes modernes de curage des données, les techniques de vérification ainsi que les outils numériques de traitement statistique appliqués au bois et à ses dérivés. Nous avons bénéficié de communication technique de grande qualité. Cet atelier nous a permis de mieux comprendre l'importance stratégique des statistiques forestières dans la gouvernance du secteur bois. Nous avons également pris conscience que la maîtrise des techniques de cubage contribue à sécuriser les recettes de l'État et à lutter contre l'exploitation illégale. Durant ces 2 jours-là, ils ont pu maîtriser les outils de collecte des données sur le bois et ses dérivés, les outils d'analyse, les outils d'interprétation et les outils de rédaction des rapports. À travers cette initiative, l'Office guinéen du bois entend également intensifier la lutte contre l'exploitation illégale, sécuriser les recettes publiques issues du bois et renforcer la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. La fiabilité des données statistiques du bois et de ses dérivés est un pilier fondamental de la bonne gouvernance. Une donnée mal collectée, mal analysée, peut fausser les décisions. Des pertes économiques considérables et compromettre la planification et en même temps fragiliser la crédibilité de notre institution. Avec ce programme de renforcement des capacités, l'Office guinéen du bois confirme sa volonté d'inscrire la filière forestière dans une logique de performance, de transparence et de développement durable.
On en vient à la révolution numérique avec le lancement officiel de SPTAB. Les établissements scolaires amorcent leur transition vers le numérique, un projet structurant qui vise à moderniser l'apprentissage, renforcer les compétences digitales et offrir aux élèves guinéens de nouvelles opportunités d'excellence. Sona Sagno, Maïmouna Bella Diallo, reportage. SP Group, via sa filiale SPTAB, signe un protocole d'accord avec Magoué Éducation et le Club scientifique de Guinée. Ce partenariat porte sur le développement d'outils numériques dédiés à l'apprentissage scientifique et technologique dans les établissements scolaires guinéens. Cette confiance technique ne date pas aujourd'hui. Elle s'est déjà illustrée par un succès national majeur, l'utilisation de nos tablettes SPTAB pour l'opération de recrutement des fonctionnaires de l'État en 2024. Aujourd'hui, faisons de la SPTAB le levier de notre souveraineté éducative, comme elle l'a été pour notre administration. À la base, nous faisons tout ce qui est robotique. Dès 4 ans, nous avons un contenu éducatif approprié pour l'enfant qui morce en fonction de couleurs. Nous avons une multitude de logiciels et nous l'avons expérimenté depuis 2022. On a compris qu'encore une fois, il y a une responsabilité sociétale qu'il faut tenir en compte. Et nous disons qu'on veut s'engager dans une dynamique de transformation systématique du contenu enseigné. Mais on veut aller avec des partenaires fiables qui respectent les engagements. Ces dispositifs proposent des supports numériques destinés aux élèves et aux écoles, avec pour objectif de faciliter l'accès aux ressources pédagogiques et de moderniser les méthodes d'apprentissage. Il serait mieux qu'on réfléchisse à une logique qui va consister ici à conjuguer les efforts pour faire en sorte que notre école soit vraiment à la hauteur des attentes de la société. C'est ce qui a motivé ici la nécessité d'une collaboration entre Magoué, le club scientifique guinéen, et SP Group. Faire comprendre aux élèves qu'aujourd'hui, avec le numérique, on peut étudier en Guinée, être mieux formé. Les responsables des structures partenaires soulignent l'importance de la collaboration entre acteurs privés et organisations éducatives pour soutenir l'enseignement scientifique et contribuer à la structuration d'un écosystème éducatif intégrant davantage les technologies. Soyez informés également de la traite des êtres humains qui continue de faire des victimes. Enlevée au Nigeria, une jeune étudiante d'une vingtaine d'années a été retrouvée en Guinée grâce à la coopération avec Interpol. Localisée dans une zone minière de Mandiana, elle a été remise aux autorités à Pamalapa. Colonel Morikaba. Des joies mêlées aux larmes, c'est la scène émouvante vécue par cette famille sierra-léonaise qui vient de retrouver l'un des siens. Aliza Conté, c'est son nom. Partie de la Sierra Leone pour poursuivre des études au Nigeria, son rêve va rapidement virer au cauchemar. À peine arrivée, la jeune fille est enlevée puis conduite vers une destination inconnue. Nous avons été saisis par l'unité de traite d'Interpol basée au secrétariat général Lyon par rapport à l'enlèvement de cette victime, Aliza Conté. Et dès que nous avons été saisis, nous avons reçu des instructions par le biais de la hiérarchie de mettre tout en œuvre pour pouvoir sauver cette victime qui se trouvait dans une des préfectures minières du pays, à savoir Maniana, par le biais de BCN Interpol Conakry. Et nous avons mis tout en œuvre pour pouvoir réussir cette opération. Elle a été victime d'enlèvement, de séquestration et d'abus sexuels. Et comme les conventions qui existent entre les différents États, il fallait procéder à cette remise simplifiée, police à police. La hiérarchie nous a mandaté pour être là, pour pouvoir remettre cette victime au BCN Interpol de la Sierra Leone. Et nous rassurons nos confrères de la Sierra Leone que cette tolérance zéro chez nous dans le cadre du trafic des êtres humains et les pratiques assimilées à la traite. À Pamelap, grâce à la coopération policière, la jeune fille est officiellement remise aux autorités de la Sierra Leone
avant de retrouver sa famille biologique. Nous avons été assistés et aidés par nos collègues de l'Interpol, Alicia, qui a été secourue par nos amis de la Guinée. Je voudrais remercier la police de Conakry, spécialement l'Interpol de Conakry, pour leur support et la collaboration et le travail mené. Nous allons maintenir cette collaboration. Après plus d'une année de preuves, Aliza Conté retrouve non seulement son pays, mais aussi les siens. Une issue heureuse rendue possible grâce à l'unité de traite du secrétariat général d'Interpol de Lyon qui a saisi le bureau central d'Interpol Guinée et l'unité spécialisée qu'est l'OPROSEM a procédé au démantèlement du réseau dans une cité minière de Mandiana pour sauver la victime. Dans l'actualité également, le ministère de l'Élevage apporte un soutien aux éleveurs de la filière bétail-viande dans les régions administratives du pays à travers le programme dénommé Opération Tabaski. Des compléments d'aliments pour petits ruminants sont mis à leur disposition. Le but est d'accroître l'offre sur le marché et contribuer à la réduction des prix à l'approche de la fête de la Tabaski. Noumousou Diakité. Cette année, le ministère de l'Élevage met en place une initiative pour répondre à la forte demande en moutons et autres ruminants pendant les festivités. Après un appel à manifestation et une évaluation, 55 éleveurs de la filière bétail-viande ayant 2 ou 3 ans d'expérience ont été sélectionnés dans 17 préfectures pour recevoir des compléments alimentaires dans le but d'assurer une abondance de ruminants de qualité sur le marché, notamment pendant la fête de Tabaski prochaine. Nous avons élaboré une convention qui nous lie avec le bénéficiaire ayant reçu l'appui du ministère qui s'engage à livrer sur le marché des petits ruminants de qualité et à un prix raisonnable que nous allons fixer en commun accord. Nous avons décidé de mettre à disposition de ces éleveurs sélectionnés environ 200 tonnes d'aliments complets et des pierres à lécher et quelques outils permettant d'avoir un environnement sain et de l'alimentation pour élever ces moutons pendant 3 mois. Un convoi de camions transportant des intrants alimentaires pour l'engraissement des moutons vient de quitter la capitale pour se rendre à l'intérieur du pays. Le ministère de l'Élevage compte pérenniser cette action. Je voudrais saisir l'opportunité, au nom de Monsieur le ministre Félix Lama, de remercier le leadership visionnaire de son Excellence Monsieur le Président de la République Mamadi Doumbouya, de faire de l'élevage une priorité. Le programme portera dans les années à venir et de façon continue pour apaiser le panier de la ménagère. L'initiative, actuellement à sa phase pilote, sera étendue à l'ensemble du pays. Un engagement des autorités à faire de la sécurité alimentaire une priorité conformément au pilier 1 du programme Simandou 2040. Dans un autre chapitre, au centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants déshérités de Hamdalaye, les sourires ont remplacé les inquiétudes. Des vivres issus de la production agricole locale ont été remis aux pensionnaires grâce à l'initiative des champions agro-pastoraux 2023-2024 à travers le programme d'accompagnement des agro-champions. Un geste de cœur en faveur de ces enfants vulnérables. C'est avec Aboubakar Djabi, Sekou Sissoko. En ce mois béni de Ramadan, les gestes de charité continuent d'être entrepris pour soulager les personnes vulnérables. Le programme d'accompagnement des agro-champions, PACA, initié il y a quelque temps, se vulgarise à cet effet pour favoriser la sécurité alimentaire en Guinée. Ici à Conakry, ce don de vivres de production agricole locale est effectué par ces acteurs du secteur rural en faveur de ces enfants du centre d'accueil et de réinsertion sociale des enfants déshérités situés à Hamdalaye. Nous avons été accompagnés et appuyés par l'État à travers des équipements agricoles et des intrants agricoles. Et c'est suite à tout cela que nous avons jugé nous aussi utile d'aider ceux qui sont démunis. Votre soutien est d'une grande immensité pour l'appui de l'évolution de cet orphelinat. Je vous remercie. Tout ce que vous faisiez, c'est très bon. C'est en guise de reconnaissance aux efforts des autorités actuelles du pays que ce coup de pouce est apporté par ces champions agro-pastoraux 2023-2024. Les champions agro-pastoraux 2023-2024 ont décidé par ce mois de Ramadan de faire un geste de charité au nom du président de la République,
au nom des institutions de la République, notamment la Chambre nationale d'agriculture et le ministère de l'Agriculture. C'est une production locale et l'objectif clé, c'est vraiment amener à consommer ce que nous produisons afin d'arrêter l'importation. Et si vous voyez que le programme PACA a été créé, c'est pour répondre à la sécurité alimentaire et consommons ce que nous produisons. En apportant cette aide alimentaire, ces partenaires de terrain de la Chambre nationale d'agriculture entendent s'investir dans l'humanitaire conformément à la vision éclairée du pouvoir en place pour le développement socio-économique durable en Guinée. À Boké, dans le district de Katumba, commune rurale de Tanene, l'ambassadeur de Chine, accompagné du directeur pays du programme alimentaire mondial en Guinée, a procédé au lancement d'une distribution de denrées alimentaires. Objectif, soutenir les familles vulnérables et contribuer à l'amélioration de leurs conditions de vie, notamment en ce mois béni de Ramadan. Younous Atawel Kamara, reportage. Dans le district de Kantumba, commune rurale de Tanena Boké, l'ambassadeur de la Chine en Guinée, accompagné du directeur pays du PAM et les autorités régionales, procède à la distribution des denrées alimentaires aux personnes en situation d'insécurité alimentaire et nutritionnelle de la zone. Une assistance du gouvernement chinois à travers l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement. Le but est d'accompagner ces familles vulnérables en vue d'améliorer leurs conditions de vie. Chine souhaite continuer à travailler avec le BOM pour soutenir la Guinée dans la réalisation d'un développement agricole plus inclusif et durable et contribuer ensemble à l'élimination de la faim et à la promotion de la stabilité et de la prospérité régionale. Je tiens également à saluer le programme alimentaire mondial PAM pour son accompagnement constant aux côtés du gouvernement guinéen, ainsi que le gouvernement de la République populaire de Chine à travers la SIDCA, pour son financement généreux qui illustre l'excellence des relations de coopération et d'amitié entre nos nations. Cet appui du gouvernement chinois s'inscrit dans le cadre du projet d'aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence aux populations vulnérables face à l'insécurité alimentaire en Guinée. Ces efforts visent à prévenir la malnutrition et à renforcer les capacités des ménages à adopter de meilleures pratiques alimentaires. Ces vivres permettront d'adopter une assistance alimentaire et nutritionnelle, comme j'ai dit, à prix de 47 000 personnes. Je remercie le PAM. L'habitude ici est préparée pour la dîner, il n'y a pas pour le repas du soir. Au terme de la cérémonie, l'ambassadeur de la Chine en Guinée a visité la cantine scolaire de Kantumba où les enfants reçoivent régulièrement des repas alimentaires. À Dabola, les incendies de la saison sèche ont laissé derrière eux des villages meurtris, des habitations détruites et des réserves alimentaires consumées. Pour faire face à la pénurie qui frappe les familles sinistrées, le gouvernement est intervenu à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Des vivres et des kits non alimentaires ont été remis aux victimes en signe de solidarité et de soutien de l'État afin de les aider à traverser cette période éprouvante. Amadou Touré, c'est de Basila. Suite aux incendies survenus dans plusieurs localités du pays, le gouvernement, à travers sa structure de gestion des catastrophes naturelles, a dépêché une mission conjointe dans les régions administratives de Mamou, Farana et Kankan. Au compte de la région de Farana, nombreuses localités de la préfecture de Dabola ont enregistré de graves cas d'incendie. C'est la situation dans les sous-préfectures de Ndema, Banko et Alpha Moussaya où des citoyens ont enregistré des pertes matérielles et alimentaires. Au nom du gouvernement, nous avons transmis l'aide de l'État qui est composée de vivres et de non-vivres, donc notamment des bidons d'huile, des sacs de riz, de cartons de savon, mais également des feuilles de tôle pour aider les ménages à reconstruire leur habitat. Nous avons vu les envoyés du président de la République. On a reçu tout ce qui leur ont été remis pour nous. Rien n'a manqué. On est rassuré. Cette promptitude dans la réponse humanitaire du gouvernement
à travers l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires ANGUSH dans toutes ces localités concernées est salué par les communautés bénéficiaires à travers l'administration de ces collectivités. Au nom de M. le Préfet, au nom de toute la population, nous remercions très sincèrement le gouvernement du général Mamadi Doumbouya pour sa disponibilité, pour son engagement, pour sa rapidité dans la remise des kits qu'on met à sa disposition. Au-delà de l'assistance humanitaire, ANGUSH a, selon ses responsables, en train d'envisager d'autres approches basées sur la prévention en redynamisant des groupes d'action communautaire des endroits à risque d'incendie. Ces équipes seront composées de ressortissants des localités concernées pour des séances de sensibilisation et d'éducation à la prévention sur les risques d'incendie. L'érudit de Kindia poursuit sa campagne de distribution de denrées alimentaires aux acteurs communautaires après les imams et les muezzins des 33 quartiers ainsi que des 10 sous-préfectures. Les enseignants des écoles franco-arabes et les professionnels des médias ont à leur tour bénéficié de plusieurs sacs de riz, un geste de solidarité en cette période de pénitence dans ce reportage de Marwan Kamara. Ce don, composé de plusieurs tonnes de denrées alimentaires, vient accompagner les enseignants de l'école franco-arabe dans leur mission éducative, soutenir les imams dans leur rôle spirituel et encourager les professionnels des médias dans leur travail d'information. À l'origine de ce geste, Abdul Wakil Alamali Keita, un érudit qui entend ainsi accompagner ses couches socio-professionnelles dans l'accomplissement du jeûne. Le Ramadan est un mois de partage et de solidarité. C'est pourquoi j'ai profité de l'occasion d'accompagner nos enseignants, nos imams et nos journalistes qui contribuent chaque jour à l'éducation, à la sensibilisation et à la cohésion sociale. Un bel exemple de générosité qui pourrait alléger les charges liées à la vie quotidienne et renforcer le lien entre les acteurs éducatifs, religieux et médiatiques dans la préfecture de Kindia. L'initiative est encouragée par les bénéficiaires. Nous sommes très contents, très satisfaits du fait que l'érudit de Kindia invite les presses de la région pour faire l'octroi de ces sacs de riz-là. Voici les sacs de riz qu'il est en train de distribuer aujourd'hui. Il a l'habitude de le faire mieux, beaucoup encore, en donnant des motos, des véhicules, de la nourriture. Ça vraiment... Nous sommes très ravis. Par cette remise de denrées alimentaires, l'érudit de Kindia réaffirme les valeurs de solidarité et de partage au cœur de la communauté, offrant un exemple de générosité qui inspire chacun à contribuer au bien-être collectif, surtout en cette période de Ramadan. Autre geste de solidarité à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana. L'élan de solidarité se poursuit après l'incendie qui a ravagé le dortoir des étudiants. L'Agence nationale d'urgence humanitaire est venue au secours des sinistrés. Son directeur général a procédé à la remise de 150 matelas et de plusieurs tonnes de riz. Un geste d'assistance de l'État guinéen salué par les étudiants et l'encadrement de l'institution. Ibrahima Oulé Fofana. Suite à l'incendie qui a récemment ravagé le contenu du dortoir des étudiants de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire de Farana, l'Anguish, dans son mandat d'assistance, pose sa valise à Farana. 400 sacs de 50 kg de riz, 150 matelas et 150 sachets d'eau sont offerts aux sinistrés. Quand il y a eu sinistre, nos démembrements ont remonté les informations et sur instruction donc du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation qui a instruit donc à l'agence de faire tout le nécessaire directement pour apporter de l'assistance aux étudiants. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons envoyé 400 sacs de riz et 150 matelas donc pour remplacer au moins quelques effets, les vivres et non-vivres qui ont été incendiés lors de ces sinistres. La ministre de l'enseignement supérieur est venue en premier lieu au nom de l'État. C'est encore un sentiment de joie et de satisfaction de recevoir ces vivres de la part de l'Anguish, qui est une structure du ministère de l'administration du territoire. Ça vous dit que l'État est à notre côté. Cet important don de l'Anguish, Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, relève de son premier axe d'intervention, une assistance humanitaire de l'État qui traduit sa compassion et surtout sa solidarité
en faveur des sinistrés. Nous remercions très sincèrement Monsieur le Président de la République de Guinée, le Premier ministre et Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Diaka Sidibé, pour le don généreux qu'il vient de nous faire ce matin. Et à travers le ministère de l'Administration du Territoire, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Mamadi Doumbouya, a tenu à exprimer sa solidarité, son soutien, sa compassion aux étudiants de l'ISAF qui ont perdu leurs biens personnels et la destruction pratique de leurs droits pour les apporter aujourd'hui les vivres et le non-vivre. Depuis le jour de ce drame qui a affecté 176 étudiants de cet institut, le gouvernement et les personnes de bonne volonté viennent toujours en aide. Et la directrice générale de l'ISAV prône la transparence quant à la distribution des dons aux sinistrés. Un autre geste de solidarité, cette fois, c'est dans la préfecture de Kindia. La fondation Dadi pour l'humanitaire a procédé à une distribution de vivres aux familles nécessiteuses, ainsi qu'à la remise de kits de naissance aux nouveau-nés de l'hôpital local, un accompagnement humanitaire destiné à soutenir les bénéficiaires dans l'accomplissement du jeûne et à contribuer au bien-être des plus vulnérables. Marwan Kamara annonce ce reportage. Dans plusieurs quartiers de la préfecture de Kindia, des dizaines de familles vulnérables ont reçu des vivres essentiels pour traverser le Ramadan dans la dignité. Riz, sucre, huile et autres denrées ont été distribués par les équipes de la Fondation Dadi pour l'humanitaire, renforçant l'esprit de partage et de solidarité en cette période sacrée. Aujourd'hui, on a jugé nécessaire de venir à Kindia pour venir en aide aux plus nécessiteux. On a commencé par Sondi. Fondation Dadi pour l'humanitaire est une fondation qui œuvre dans l'éducation, la formation et l'autonomisation. Dans le même élan, l'hôpital régional a accueilli la remise des kits de naissance pour soutenir les jeunes mères et leurs nouveau-nés. Chaque kit contient des articles essentiels pour assurer la santé et le bien-être des nourrissons. On a 200 orphelins, plus des encadreurs. Et chaque jour, on prépare un sac et 5 kilos ici. Vous avez vu ce que vous avez amené comme ça là. Ça nous a beaucoup soulagés. C'est une action salvatrice qui vient nous réconforter en ce mois saint de Ramadan. Venir en aide aux démunis. Grâce à cette initiative, la Fondation Dadi pour l'humanitaire contribue à améliorer les conditions de vie des plus vulnérables en alliant soutien alimentaire et accompagnement sanitaire tout en incarnant l'esprit de générosité du Ramadan. À la page noire de cette édition, c'est une immense voix de la musique africaine qui s'est tue. Bonkana Issa Tandagari Maïga, connu sous le nom de Bonkana Maïga, est décédé ce samedi 28 février à Bamako. Arrangeur de génie, musicien d'exception, découvreur et révélateur de talent, il aura profondément influencé et propulsé la musique africaine sur les scènes internationales. Sa disparition provoque une onde de choc dans le monde culturel. En Guinée, ses proches saluent l'homme engagé qui a largement contribué à la promotion des artistes guinéens, notamment à travers son émission Star Parade, diffusée sur TV5 Monde. Mohamed Bangoura, Abdoulaye Diallo. Né dans la ville de Gao, située dans le nord du Mali, Bonkana Issa Maïga a tiré sa révérence ce samedi 28 février 2026. Artiste, musicien, compositeur et arrangeur, il fut membre du mythique groupe Africando, dont le parcours est marqué par une passion profonde pour le métissage entre les musiques cubaines et africaines. Il a côtoyé 99,9% de tous les artistes guinéens, de maintenant jusqu'à la dernière génération. On était les plus choyés dans son émission sur TV5 Monde. On sait, il n'y a pas une semaine où un clip guinéen ne passe pas. Mais on comprenait généralement, même il le disait, que les techniciens disent « Oh, tu aimes la Guinée par le cœur également » parce qu'il a épousé une grande voix de la musique guinéenne, Kamaldine, qui a eu 2 belles filles. Donc vous voyez un peu qu'il était à 100% lié à la Guinée. Figure très respectée du monde musical africain, il était affectueusement surnommé Maestro. En Guinée, à travers le label Grigri Productions de Rugui Baldé,
Bonkana Maïga apporte sa touche particulière dans la réalisation de plusieurs albums, notamment Alanana de Ibro Diabaté, Madada d'Aïcha Kamaldine Kamara, ainsi que des collaborations avec Amadou Soudia, Missia Saran, Sekouba Bambino Diabaté et tant d'autres artistes guinéens de renom. Après, il est venu chez moi, la première fois, c'est moi qui l'ai invité en Guinée. Il est venu loger ici, chez moi. Avec ça, je l'ai présenté Ibro, je l'ai présenté Missia, je l'ai présenté tous les gens qu'il a connus en Guinée. C'est à travers moi. Au moment où j'organisais les Djembé d'Or, vous vous rappelez, Bonkana était de toutes les éditions. Il y avait au niveau des grands médias. Voilà, c'est un homme qui est un bon collaborateur qui s'en va. Bonkana Maïga, le natif de Gao, faisait partie de ces artistes qui œuvrent souvent dans l'ombre, mais dont l'impact illumine des générations entières. Une mémoire à jamais gravée dans l'histoire culturelle du continent africain et voire du monde. Ainsi va donc la vie. Merci de nous avoir suivis. L'émotion est là après la disparition d'une grande figure de la culture africaine. Que l'héritage de ces icônes du talent continue d'inspirer la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. En ce mois béni, que la paix, la solidarité et le partage guident chacun de nos pas. Bonne soirée à toutes et à tous et excellent Ramadan et Carême.